140 km² de forêt peu peuplée. Une région calme et habituellement sans danger. Disons que si quelqu'un se faisait voler son vélo, ça ferait la une du journal. Ici, les habitants ont plus de problèmes avec les chasseurs qu'avec les criminels. Un jour, ma belle-fille était en train d'étendre son linge et des balles lui ont sifflé aux oreilles. Et pourtant, ce n'était même pas la saison du chevreuil. En 1992, le dernier jour de la saison du chevreuil, Judy Blake Moalanen part en promenade dans les bois avec ses 5 chiens. Les chiens finissent par rentrer à la maison, mais pas Judy. La mère de Judy et une voisine partent à sa recherche. Ils la retrouvent sur un chemin forestier. 70705, nous avons un accident de chasse au bout de Cherry Lane, à la sortie de la M38. Judy est morte. Elle a reçu une balle de fusil dans la poitrine. Cela ressemble à un accident. Quelqu'un m'a appelé. On m'a raconté ce qui s'était passé. J'ai senti mon estomac se nouer complètement. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, non. Les balles de fusil très puissants peuvent avoir souvent une portée de près de 5 km, voire plus. Et de temps en temps, il y en a une qui atterrit au mauvais endroit. Les voisins disent avoir entendu un coup de fusil peu après 14 heures. L'enquête prend du retard parce que la balle qui a tué Judy reste introuvable parmi les broussailles. Il n'y avait pas de balle. J'ai trouvé une balle plus ancienne, elle était sous la terre, légèrement corrodée. On l'a examinée, mais il a été établi que ce n'était probablement pas le projectile qu'on cherchait. Les enquêteurs trouvent l'endroit que la balle a heurté après avoir tué Judy. Je crois que ce soir-là, ils ont remarqué une encoche, une marque laissée par une balle sur un arbre dans le secteur. Judy est mariée à Bruce depuis 14 ans et ils ont une fille âgée de 3 ans. Bruce travaille comme expert en assurance et il affirme avoir un alibi pour le jour de l'accident. Il a présenté une liste de 28 personnes différentes qui, selon lui, pouvaient lui fournir un alibi pour cette journée à partir de 8 h du matin jusqu'à 18 h ou 18 h 30. Il est furieux que sa femme n'ait pas été plus prudente. Il reprochait plus ou moins à sa femme de ne pas s'être habillée en orange ce jour-là pour aller en forêt. Je me suis dit que c'était très déplacé, vu les circonstances. Bruce fait plusieurs déclarations étranges concernant sa femme et les enquêteurs commencent à se demander si la mort de Judy est vraiment un accident. Quelques jours après l'enterrement de Judy Moalanen, plusieurs amies remarquent que son mari a un comportement bizarre. L'une d'entre elles affirme qu'il lui a fait des avances. Il m'a demandé si je voulais vivre avec lui, si on pouvait être plus que des amis, ce genre de choses. Je n'en revenais pas. Sa femme était morte depuis 15 jours à peine, et voilà qu'il disait des choses pareilles. Il y a également un autre incident bizarre. Après l'enterrement, Bruce donne certains des vêtements de Judy à une amie, Gail Lampinen. Et parmi ces vêtements se trouve une lettre. Cette lettre était adressée à Gail. Elle est censée avoir été écrite par la victime, Judy Moalanen, et elle est signée Jude, qui était le petit surnom intime de Judy. Mais Judy connaissait peu Gail. Elle ne l'avait rencontrée qu'une ou deux fois en passant. Quand j'ai lu la lettre, je me trouvais dans la cuisine. La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est « qu'est-ce que c'est que ça ?» En gros, la lettre disait « J'ai des problèmes de couple. Bruce et moi, on s'éloigne. Il a sa vie, j'ai la mienne. Je vous en prie, aidez-le à trouver quelqu'un d'autre. » C'était ce genre de choses. Mais ce qui m'a fait réagir, c'est le post-scriptum qui disait « Il est génial au lit. » J'ai trouvé très bizarre qu'elle écrive une chose pareille. Gail raconte à la police que Bruce s'est comporté de manière déplacée avec elle au cours des mois qui ont précédé la mort de Judy. Bruce a vraiment craqué, il s'est mis à suivre des gens. Voilà ce qui s'est passé. Il a commencé à venir ici et a beaucoup téléphoné. Il nous a invités à aller au ski ou à faire différentes choses, mais on a refusé.
On s'est aperçu que Bruce nous avait caché toute une partie de sa personnalité. Pour voir si la lettre est authentique, la police la confie à un expert en documents du service médico-légal. On m'a demandé de comparer la lettre à des échantillons d'écriture de Judy Moylanen. Stegall remarque que l'écriture est lente et réfléchie. Ça peut laisser supposer que ce document est un faux, fait par quelqu'un qui essaie de maquiller son écriture ou d'imiter celle d'une autre personne. Il y a plusieurs caractéristiques qui ne concordent pas avec les échantillons d'écriture de Judy. Dans l'échantillon d'écriture de Judy, le bout du T se termine par un arrondi, on dirait presque un B. Et sur l'échantillon en question, le T et le H sont complètement séparés. Il n'y a pas cette forme arrondie et le croisement du T est très court. Il manque toutes les habitudes de Judy. Sa façon de former les lettres, de les lier les unes aux autres, de finir les mots, de faire la croix du T, les directions du trait. L'expert en conclut que la lettre est un faux. Lorsque quelqu'un écrit sur une feuille de papier, la pression du stylo laisse une marque sur la page du dessous qui contient davantage d'électricité statique que les autres fibres du papier. Ainsi, dans l'espoir de découvrir une première couche d'écriture, Stegall place une fine feuille de plastique transparent sur la lettre. Puis, il se sert d'une baguette électrique pour créer une charge électrostatique. Ensuite, on prend de l'encre et on en asperge la surface de la feuille de plastique. Et les zones qui ont la charge la plus forte vont attirer la poudre noire ou l'encre vers elles, ce qui va créer une image. Cela révèle que quelqu'un s'est entraîné à écrire une première version de cette lettre sur la page qui se trouvait au-dessus, ce qui est fréquent quand on fait un faux. Stegall compare la lettre aux échantillons d'écriture de Bruce et il en conclut que ce dernier est l'auteur de la lettre. Dire que cet homme a eu l'audace d'écrire ça et de l'attribuer à sa femme alors qu'elle venait de mourir dans un accident de chasse. Je n'y ai pas pensé parce que je me disais que la personne que je connaissais ne pouvait pas être capable d'une chose pareille. Puis, les enquêteurs découvrent autre chose. Un an auparavant, Judy est blessée à la tête par un gros parpaing de cheminée qui glisse accidentellement du toit, tandis que Bruce est en train de le réparer. Et cet accident a failli coûter la vie à Judy. Elle a eu de la chance d'y survivre. Une autre fois, un feu se déclare chez les Moylanen alors que Judy est en train de dormir seule à la maison. Heureusement, elle se réveille à temps pour appeler les pompiers. Mais elle a gardé ça pour elle. Je crois qu'elle n'en a parlé qu'à une ou deux personnes. C'était tout simplement bizarre. Bien sûr, bizarre ne signifie pas coupable, mais ça peut certainement servir de base au meurtre et au mobile. Enfin, la mort de Judy permet aussi à Bruce de toucher plus de 300 000 $ d'assurance vie. En 1992, dans cette région du Michigan, ça faisait beaucoup d'argent. Bruce parle également à Gail de la prime d'assurance vie, ce qu'elle prend comme une tentative maladroite de séduction vis-à-vis d'elle. À plusieurs reprises, il a essayé de me dire qu'il allait être financièrement à l'aise, au point de pouvoir démissionner de son travail pour se consacrer à ses animaux. On n'a pas mis longtemps à se rendre compte que quelque chose clochait. Ce n'était pas un simple accident. Cette affirmation est peut-être bien en dessous de la vérité. Judy était une femme qui se souciait beaucoup des autres. Elle aurait fait n'importe quoi pour aider quelqu'un. Lorsque Judy Moylanen, âgée de 35 ans, est tuée dans un affreux accident de chasse, son mari Bruce a un alibi pour la journée entière. Mais la police trouve un témoin qui affirme avoir vu Bruce chasser seul ce jour-là, ce qui contredit son alibi. Il y a des gens qui prétendaient avoir vu Bruce vers 14h30, 14h15. Mais quand on a interrogé ces personnes de façon poussée, certaines n'ont même pas pu prouver qu'elles l'avaient vu. Il ne pouvait pas couvrir la période où il se trouvait dans les bois, et aucun témoin ne pouvait dire où il était à ce moment-là.
En détaillant la scène de crime, les enquêteurs médico-légaux découvrent ce qui ressemble à une éraflure sur un arbre à environ 12 mètres de l'endroit où ils ont retrouvé le cadavre de Judy. Ils appliquent sur l'écorce un produit chimique qui vire au violet en présence de plomb. Le test est positif, ce qui prouve qu'une balle a bien percuté l'arbre. Durant des semaines, Dan Castle essaie de la trouver à l'aide d'un détecteur de métal, sans succès. Sachant que le temps joue contre lui, il persiste avec acharnement, car il n'ignore pas que l'issue de l'enquête repose en grande partie sur l'analyse du projectile. Je savais que la balle était là, seulement je cherchais dans le mauvais secteur. Et ça commençait à m'énerver, je savais que le temps allait changer. On était censé avoir beaucoup de froid et de neige. Finalement, il décide de tenter une nouvelle expérience. Il se sert d'un lance-pierre pour recréer la trajectoire de la balle. Il sait où se trouvait Judy quand elle a été touchée et où la balle a touché l'arbre. Il lance donc des billes vers l'arbre selon le même angle de trajectoire que la balle fatale. J'ai essayé de me placer au même endroit que la balle et j'entendais les billes ricocher sur les branches et les feuilles dans les bois. Une des billes qui a touché l'arbre a ricoché dessus presque à angle droit. Je crois que c'était à environ 30 mètres de l'arbre. Lorsque Castle regarde autour de la zone, il découvre la balle. C'était simplement un coup de chance, j'étais perdu, je ne savais plus quoi faire. Pour moi, c'est remarquable le fait qu'il ait pensé à faire cette expérience et qu'il soit allé dans les bois pour essayer de savoir où une balle pouvait bien aller après avoir touché un arbre. Ray Kenny, expert en armes à feu auprès de la police du Michigan, analyse le projectile pour voir s'il s'agit de la balle qui a tué Judy Moilanen. L'enveloppe de cuivre est endommagée, ce qui n'a rien d'inhabituel. Mais il découvre une preuve importante enfermée à l'intérieur. J'ai fait levier sur l'arrière de la balle et j'ai récupéré des substances. Il y avait du bois et des fibres. Les experts en médecine légale ont enfin une piste. Il s'agit du bois et de la mousse de l'arbre marqués par la balle. Et le projectile recèle d'autres preuves. Il y avait d'autres sortes de fibres. Je voyais une minuscule fibre rose. La fibre de coton rose étudiée au microscope se révèle similaire à celle de la chemise portée par Judy. On découvre aussi une fibre noire et un fragment de plume dans la balle. La fibre noire correspond à celle du blouson. Et le fragment de plume au duvet trouvé dans la doublure du blouson de la victime. Cela ne fait aucun doute. Il s'agit bien de la balle qui a tué Judy Moilanen. C'est un projectile de calibre 7,62. Il peut avoir été tiré d'une arme de guerre comme d'un fusil destiné à la chasse au gros gibier. C'était une avancée incroyable dans cette affaire. Pendant très longtemps, Moilanen n'en a rien su. Il ne se doutait pas que la balle avait été retrouvée. Les enquêteurs recherchent tous les fusils qui auraient pu tirer cette balle et identifient 4 fabricants possibles. Bruce Moilanen nie possédait l'un de ces fusils. Mais dans les documents financiers du couple, on trouve des papiers concernant un prêt bancaire récent. Et la collection d'armes de Bruce est citée comme nantissement. On a trouvé une liste de biens dans laquelle figurait un fusil dont il a omis de nous parler. Un Savage de calibre 7,62 dont la portée concordait avec une arme qui aurait pu tirer la balle en question. C'était donc un élément clé pour nous. Bruce chassait, mais pas de chevreuil. C'est sa femme qu'il chassait. L'accusation pense que Bruce Moilanen a déjà essayé de tuer sa femme auparavant. Un an plus tôt, tandis que Bruce est sur le toit pour réparer la cheminée, un parpaing tombe mystérieusement et blesse Judy à la tête. Elle survit à cet incident. L'accusation pense aussi que Bruce a allumé un feu suspect et y voit une autre tentative de tuer Judy.
C'est vraiment incroyable que cet homme ait pu faire une chose pareille alors que sa femme et son enfant dormaient dans la maison. Le procureur essaie d'imaginer le mobile et le déroulement du crime. Et voilà son hypothèse. Après ces deux essais infructueux, Bruce Moylanen profite de la saison de la chasse pour tenter une nouvelle fois de tuer son épouse. Embusqué dans la forêt, il attend qu'elle se promène avec ses chiens pour la mettre en joue à distance. La balle traverse le blouson en duvet et la chemise en coton rouge de Judy. Puis, elle heurte un arbre et ricoche sur le sol. Bruce se débarrasse ensuite de son arme, espérant que la balle restera introuvable, égarée quelque part dans le sous-bois. S'apprêtant à faire main basse sur les 300 000 $ de la prime de l'assurance vie, il poursuit Gail Lampinen de son assiduité, même si elle est mariée et ne répond pas à ses avances. Pour infléchir sa décision, il pousse la perversion en vantant ses prouesses sexuelles dans le post-scriptum de la fausse lettre attribuée à Judy qu'il lui fait parvenir. Le crime aurait pu être parfait, mais les experts médico-légaux retrouvent la balle fatale dans la forêt et l'analyse électrostatique de la lettre prouve bientôt que Bruce s'est entraîné à imiter l'écriture de sa femme. Il n'est pas possible d'imiter l'écriture de quelqu'un d'autre à 100%. On peut intégrer quelques-unes de ses habitudes d'écriture, mais certaines des nôtres finissent par apparaître. J'ai l'impression que son véritable mobile, c'était Gail Lampinen. Bruce se disait que s'il arrivait à se débarrasser de Judy, il pourrait alors séduire Gail, qu'ils partiraient ensemble et seraient heureux pour toujours. Au cours d'un interrogatoire de police, Bruce découvre les preuves médico-légales. Les policiers affirment clairement que Gail Lampinen ne veut pas de lui et qu'elle a su dès le départ que la lettre était un faux. À ce moment-là, Bruce passe aux aveux. Les policiers ont introduit le fait que Gail Lampinen avait collaboré avec eux. Je pense que pour lui, ça a été un énorme choc affectif. Et je crois que c'est ce qui l'a fait craquer. On ne s'intéressait pas à lui, on n'avait aucune envie de faire des choses avec lui. On avait notre vie et on se disait simplement que si on l'ignorait, il finirait par renoncer, mais ça n'a pas été le cas. Bruce dit avoir jeté le fusil dans une rivière non loin de là, même si la police n'a pas pu le retrouver. Il réussit à corriger une erreur dans le rapport de l'expert médical. Bruce m'a appris qu'on s'était trompé dans notre analyse. On avait cru que Judy avait reçu la balle du côté gauche, alors qu'en fait, elle a été touchée par le côté droit de la poitrine, et que la balle est ressortie à gauche. J'ai senti que c'était un élément clé dans ses aveux, parce qu'il nous disait quelque chose que seule la personne qui avait tiré pouvait savoir. Il révèle également son mobile. Quel est le mobile de chacun pour tuer? Je pense que ça se résume à l'argent, à la cupidité. La mort de sa femme lui a permis de toucher 300 000 $. Il a dit que Judy était un tyran au travail, mais aussi un tyran à la maison. Il a dit qu'elle était une mauvaise cuisinière et qu'il finissait par cuisiner la plupart du temps. Il nous a raconté qu'il ne voulait pas divorcer parce que Judy aurait eu la moitié de tout. Et il ne voulait pas renoncer à ses biens. Et c'est ce qui a causé la perte de Bruce. Il était mesquin. Bruce Moylanen est arrêté et accusé de meurtre avec préméditation. Malgré ses aveux, il plaide non coupable lors du procès. Il avait une excuse pour les aveux. Il y aurait été physiquement contraint. Il était épuisé. Vous allez savoir comment il a pris l'arme, visé sa femme et appuyé sur la détente, ce qui a entraîné la mort instantanée de Judy Moylanen. L'accusation montre au jury la reconstitution faite par la police de la chute du parpaing. Bruce déclare qu'il a involontairement donné un coup de pied dans le parpaing, ce qui l'a fait tomber. La reconstitution prouve que c'est impossible. Le parpaing a dû être volontairement poussé. Mais les preuves médico-légales sont plus que suffisantes. Bruce Moylanen est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Tous les éléments se sont assemblés. Certes, c'est très triste pour la famille, mais au moins on a pu leur donner la parole et leur rendre justice. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça les réconforte.
Je trouve que les preuves médico-légales sont très importantes. Je ne pense pas qu'on aurait eu assez d'informations pour faire craquer Bruce sans ce type d'éléments. Je crois qu'il s'est simplement dit qu'il était bien plus malin que les flics de ce trou perdu, que ces types ne pouvaient pas être aussi brillants. Mais en fait, ils ont montré qu'ils étaient bien plus malins que lui. À l'issue de son procès, Bruce Moylanen a été condamné à la peine de mort le 4 janvier 1994. Ainsi s'achève cette enquête exemplaire. Elle aura fait appel à de nombreuses techniques sophistiquées. Études de fibres, révélateurs chimiques, analyse balistique, graphologie, expertise de papier et emploi d'un lance-pierre pour localiser une pièce à conviction. Le jour de sa mort, Judy, chasseuse et dresseuse de chiens, avait choisi de ne pas emporter son fusil pour profiter pleinement de la nature en compagnie de ses 5 épagnols. Sachez encore que le récit de ce fait divers hors du commun a donné lieu à un livre intitulé « Une lettre dans un pull », devenu un best-seller aux États-Unis. Eh bien, ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie et rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Pourquoi tu meurs pas? Derrière ce masque se cache plus que de la chair. Derrière ce masque se cache un idéal, Monsieur Creedy. Et les idéaux sont à l'épreuve des balles.